Bonsoir et bienvenue à tous pour ce club de 28 minutes encore plus exceptionnel que d'habitude puisque nos invités intellectuels, journalistes et dessinateurs sont exceptionnels bien sûr et ils reviendront sur les événements marquants d'une année qui ne le fut pas moins. Au menu ce soir, comme une odeur de poudre qui plane sur les débats politiques, l'extrême droite dispose du plus gros groupe de députés d'opposition, les insoumis ont conquis le leadership à gauche et à l'Assemblée. Le premier semestre de la nouvelle législature a tourné à la foire d'empoigne avec une succession d'invectives et d'incidents. Pas du tout. Sévérance. Mais... Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Alors doit-on se réjouir d'un débat politique qui serait revivifié ou s'inquiéter de cette montée de la tension? La radicalité est-elle l'avenir de la politique? Autre dossier d'actualité, l'affrontement entre les États-Unis et la Chine qui a pris de l'ampleur tout au long de l'année, le sort de Taïwan, la guerre commerciale, les relations avec Vladimir Poutine ou le respect des droits de l'homme. Les sujets de contentieux entre Washington et Pékin s'accumulent. Joe Biden et Xi Jinping ont toutefois pris soin de jouer l'apaisement mi-novembre lors du G20 réuni à Bali. Derrière ces sourires de façade, une nouvelle guerre froide a-t-elle commencé? Puis Claude Askolovitch nous racontera son histoire de l'année, celle d'un étrange milliardaire américain qui rêve tout bonnement de réinventer l'être humain. C'est dans le club de l'année de 28 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi, oh là là, jusqu'au bout de l'année. Quel bonheur. Eh oui. Sans cesse renouvelé. Bienvenue Sonia, ça va? Merci. Tout va bien? Ça va très bien. C'est bien Noël? Très bien. Et vous êtes prête pour demain soir? Bah, je suis prête, regarde. Formidable, formidable. Oui, vous scintillez déjà. Voilà. Mais vous aussi, Frédéric. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous, Frédéric. De Radio France, rappelons-le. Hein, toujours. Quelle belle et grande maison. Regardez ça, je vous ai amené. Alors, c'est pas tout à fait les guirlandes, mais presque. Hein, décidément, c'est toujours la fête avec cette triplette Nicolas Bouzou en personne. Ça va, Nicolas? Ah bah, bienvenue. Tellement content d'être ici. Essayiste et économiste, rappelons-le. Vous aussi, quel courage d'être là jusqu'au bout de l'année. Grand plaisir. Vous accueille en tout cas avec plaisir. Vous aussi, Géraldine Vossner, bien sûr. Bienvenue, Géraldine, journaliste au point. Et je crois apercevoir au loin là-bas, un certain Pascal Blanchard. Tout à fait. Que ma fiche me qualifie d'historien. Exactement, Renaud Dely. Vous avez d'ailleurs co-dirigé l'ouvrage collectif Histoire globale de la France coloniale, paru aux éditions Philippe Ress, et donc votre dernier livre en date. En date. En date, Merci. rassurez-vous. Et au pupitre, nous retrouvons notre ami Coco. Ça va, Coco? Ça va. Oh là là, quand je vous vois, là c'est la fête, vraiment, Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération, bien sûr. Et je dois signaler ce formidable livre à offrir pour ceux qui ne l'ont pas offert à Noël. Ils peuvent encore l'offrir demain soir pour le 31. Rock Strip, l'histoire du rock en BD, paru chez Flammarion. 33 illustrateurs, dessinateurs, scénaristes qui ont additionné leur talent pour croquer des stars du rock. Et vous avez consacré votre talent, votre plume à Amy Winehouse. Exactement. C'est bien ça? Voilà. Formidable. Bravo Coco, et vraiment un livre extraordinaire. Et on va commencer tout de suite, Frédéric. Une fois n'est pas coutume, par votre duel de l'année. Et ce duel, c'est un duel de présidents, carrément, hein, c'est les fêtes, et pas n'importe lesquels. Oui, à ma gauche, Emmanuel Macron, 45 ans, président de la République française. À ma droite, Joe Biden, 80 ans, président bien sûr des États-Unis. Alors l'année s'est plutôt bien terminée entre les deux hommes. Emmanuel Macron reçu avec les honneurs pour cette visite d'État à Washington, sourire, poignée de main, tape dans le dos et même ces quelques mots glissés à l'oreille. I love you, man. I love you. L'amour, c'est bien, l'épreuve d'amour, c'est mieux. Voici ce qu'a dû penser Emmanuel Macron en entendant ces mots glisser dans le creux de son oreille, car l'année avait très mal démarré entre les deux hommes. Relation gelée à cause d'un contrat à 30 milliards d'euros pour fournir des sous-marins à l'Australie, contrat promis à la France et finalement soufflé par les États-Unis et par le Royaume-Uni l'an dernier. Paris a crié à la trahison. Paris a même rappelé l'ambassadeur à Washington en France quelques jours, signal diplomatique inédit dans l'histoire entre les deux pays. Mais évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a tout changé, elle a ressoudé le camp occidental, le temps n'est plus aux dissensions publiques entre les deux côtés de l'Atlantique. Sauf qu'avec cette guerre, eh bien, côté énergie, les factures flambent, en particulier en Europe, et la France aurait souhaité un peu plus de soutien de la part des États-Unis qui exportent leur gaz naturel liquéfié. Petit coup de gueule d'ailleurs pour l'occasion d'Emmanuel Macron, c'était en octobre dernier. On est tous des combattants pour la liberté, on est tous en train de dire on veut mettre des sanctions sur la Russie en combat, mais on n'est pas tous dans la même situation. Il y en a qui produisent, il y en a qui achètent. Et donc on va dire, avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super,
vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Non, ou alors ce sont de très chers amis, c'est le cas de le dire. Fâcherie économique toujours contre le plan Biden de réduction de l'inflation. En réalité, c'est un plan protectionniste qui protège l'industrie implantée sur le sol américain, au détriment notamment de l'Europe. Protestation de la France, mais rien n'y a fait. Washington ne compte pas bouger. Les États-Unis n'ont pas à s'excuser. Et je ne m'excuse pas, puisque j'ai écrit cette loi à laquelle vous faites référence. Nous sommes de retour dans les affaires, l'Europe est de retour dans les affaires, et nous allons continuer à créer des emplois manufacturiers en Amérique, mais pas aux dépens de l'Europe. Voilà pour ce lien mitigé entre la vieille Europe et le nouveau monde, comme on l'appelle, entre le jeune président réélu et l'expérimenté Joe Biden, qui espère l'être, lui, dans 2 ans réélu. Il l'a rappelé récemment, Joe Biden, d'ailleurs, la France est notre plus vieil allié. C'est le cliché quand un président français va à Washington. Mais là encore, il n'y a pas d'alliance, il n'y a que des preuves d'alliance. Géraldine Wössner, ces fâcheries ont-elles, selon vous, affaibli ou renforcé la relation cette année entre la France et les États-Unis ? Ni renforcé, ni affaibli. Je veux dire, le lien, il existe, mais c'est un lien de suzerain à son vassal. On est sous une coupe américaine qui est apparue un peu plus nettement. Emmanuel Macron est allé tenter de resserrer des liens avec Joe Biden. Alors, il y a eu ces accolades, on s'est payé de tapis rouge et de belles images de communication. Mais dans les faits, Joe Biden, vous l'avez entendu, ne s'excuse de rien, ne reviendra pas sur son plan massif de soutien à ses entreprises. Il n'a pas fait le moindre geste sur les prix auxquels il vend son gaz naturel liquéfié. Donc, il n'y a rien. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on a le sentiment que la France n'en tire pas encore les conséquences. Si vous voulez, vous avez Emmanuel Macron, c'est un peu le dernier représentant de cette gauche DSK, Pascal Lamy, François Hollande, qui voyait une France insérée dans la mondialisation. Mais les règles d'un commerce libre et équitable, aujourd'hui, les États-Unis n'en veulent plus, la Chine non plus, et même l'Allemagne commence à s'en désolidariser. Il y a un moment, peut-être, qu'il faudra poser la doctrine sur la table et la réinventer. Nicolas Bouzou, un lien de vassalité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, disait Géraldine Wössner à l'instant. C'est-à-dire que l'idée le rêve d'une Europe indépendante et puissante en même temps, c'est une chimère ? Non, c'est pas une chimère, mais c'est en ce moment que ça se joue, et c'est ce que les Américains ont parfaitement compris. En fait, ils ont compris qu'en matière d'industrialisation, la Chine... moi je suis d'accord avec ça, semble assez hors jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de telles problématiques politiques, économiques en Chine, etc. On y revient dans un instant. Qui font qu'aujourd'hui, une grande entreprise occidentale qui veut ouvrir une usine, en fait, elle aura arbitré entre les États-Unis et l'Europe. Et les Américains disent il faut que ce soit chez nous, et notamment sur les questions environnementales, comment on fait, au lieu de mettre des contraintes comme en Europe, où on est en train de monter une taxe carbone, alors ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ce qui prend la forme d'une usine à gaz, mais absolument effroyable en Europe, les Américains disent nous, on va donner de l'argent aux entreprises, c'est des subventions. C'est-à-dire que les Américains donnent énormément d'argent aux industries qui vont aux États-Unis pour qu'elles se décarbonent. Et donc l'idée, c'est de dire, venez chez nous parce que nous, on va vous aider. Et là, ils sont en train de gagner et ça m'inquiète. C'est-à-dire que ce qu'on avait craint ces 20 dernières années et ce qu'on avait eu, c'était des délocalisations de l'Europe vers la Chine. Ce que je crains pour ces 20 prochaines années, c'est des délocalisations de l'Europe vers les États-Unis. Et en même temps, ne dit-on pas, en général, comme gage de bonne santé d'une économie, il y a ce fameux slogan qui dit que quand le bâtiment va, tout va. N'est-ce pas, Coco ? Oui, et on se rappelle tous du fameux slogan « America First ». Alors, ça a commencé avec Trump et un mur anti-mexicain. Ça continue avec Biden, un mur anti-européen. Et ben voilà, le bâtiment. Merci, Coco. On va enchaîner avec une autre actualité de cette année. Frédéric, alors vous avez un petit peu défloré le sujet, vous y avez fait allusion. C'est un autre duel qui a dominé la scène internationale cette année. C'est ce duel qui oppose la Chine aux États-Unis. Avec une rencontre de 3 heures, la première entre Joe Biden et Xi Jinping, c'était lors du G20 de Bali en novembre, avec la volonté d'apaiser les tensions. À l'époque, Joe Biden avait dit « N'ouvrons pas une nouvelle guerre froide ». Pour autant, sur le fond, les points de tension sont toujours là. Taïwan, l'Ukraine, la Corée du Nord, les droits de l'homme, les relations commerciales, évidemment. Nicolas Bouzou, entre Washington et Pékin, qui a mené la danse, selon vous, cette année ? Je pense que c'est Washington, très clairement. Je pense que l'économie chinoise, aujourd'hui, elle est soumise à la politique zéro Covid, même s'il y a des inflexions depuis quelques semaines, mais néanmoins, l'activité en Chine ne progresse plus, le chômage a beaucoup monté. Et ce qu'on a bien vu dans le 20e congrès du Parti communiste, qui a été un des moments forts quand même cette année, c'est que
la question de l'économie était devenue très secondaire. On parlait très peu d'économie, alors que dans les congrès précédents, on parlait essentiellement d'économie. Donc il y a cette idée selon laquelle, au fond, l'histoire de la Chine, c'est une histoire d'ouverture, fermeture économique, et là, on serait plutôt dans une période de fermeture au bénéfice des États-Unis. Alors, ça, c'est votre analyse, Oui, oui. Nicolas Bouzou, mais vous allez voir dans un instant, en marge du G20 de Bali, on a pourtant assisté à une scène qui en dit long sur la puissance de la Chine, Frédéric. Souvent d'ailleurs, quand on parle en diplomatie, en langage diplomatique, d'une conversation franche, en réalité, ça veut dire une prise de bec. Et là, regardez, entre le président chinois et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, c'est une conversation très très franche. Aller raconter aux journalistes ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié. Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée. S'il y avait de la sincérité de votre côté... Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc, et c'est ce que nous continuerons à faire. Voilà, échange éclairant, même le langage corporel. Pascal Blanchard est assez fort sur ces images. Selon vous, entre les Nord-Américains et la Chine, quel est le rapport de force aujourd'hui au terme de cette année ? Je pense que 2022 restera dans l'histoire le moment où la Chine a commencé à être perçue comme la première puissance mondiale. Militairement, économiquement, dans le timing aussi. Est-ce qu'elle va soutenir ou non la Russie par rapport à l'affaire ukrainienne? Est-ce qu'elle va intervenir à Taïwan ou non? Est-ce qu'elle va damer le pion au reste de l'Occident sur ses mesures économiques ou non? La Chine est devenue la première puissance mondiale. Et quand dans 20 ou 30 ans, nous regarderons l'histoire de cette année, on regardera cette année 2022 de post-Covid comme l'année où la Chine a commencé, regardez le ton. Maintenant, c'est la Chine qui impose son style. Pourtant, la première armée, ça reste les États-Unis. La première économie, ça reste les États-Unis. La première armée maritime reste les États-Unis, mais la première armée humaine, je veux dire en tant que soldat, aujourd'hui, c'est la Chine. La croissance de la Chine fait qu'en termes d'investissement militaire, la Chine, simplement, a un gros retard, on le sait tous, en termes nucléaires ou en termes maritimes, mais ça ne l'empêche pas d'être la première puissance humaine militaire au monde. N'oublions pas que la stratégie des Chinois n'est pas la même. La stratégie des Chinois, c'est d'ouvrir son espace vital. Donc dans cette périphérie, c'est pas d'aller aux quatre coins du monde, arriver à l'imposer, même si elle le fait avec les routes de la soie, indirectement pour avoir cette capacité maintenant de pouvoir intervenir partout. Mais d'abord, sa première priorité, c'est son périmètre. Elle le fait aux Philippines, elle le fait dans la mer de Chine, elle le fait à Taïwan, elle le fait à l'intérieur du territoire, elle le fait avec les routes de la soie. La Chine est en train d'imposer son style, même en train d'expliquer maintenant ce qui est très nouveau, que son système devient un système alternatif. C'est-à-dire qu'on peut prendre la Chine comme modèle. C'est nouveau. Il arrive maintenant dans cette temporalité où la Chine se dit tout le monde ne sera pas comme l'Occident, nous ne respecterons pas les règles du jeu mondial que vous avez posées, nos règles du jeu valent les vôtres, vous allez aussi apprendre à jouer avec nous maintenant. Pourquoi? Parce que la Chine est capable de le dire. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu cette rencontre il y a environ 15 jours, Géraldine Wössner, entre le président chinois et plusieurs États du Golfe qui sont traditionnellement plutôt pro-américains. Je pense à l'Arabie Saoudite. Ça aussi, c'est en train de bouger? C'est parfaitement symbolique et ça révèle le mouvement de plaques tectoniques qui est en train de s'opérer. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le monde se désoccidentalise en quelque sorte. Et on l'a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine. Les pays du Grand Sud ont refusé d'être solidaires des États-Unis. Et la Chine a engrangé cette passivité finalement face aux géants russes. On voit aussi que la Chine, alors effectivement, s'occupe de son aire géographique, mais pense aussi à long terme, à 30, 40, 50 ans, en mettant la main sur les richesses de ceux qui feront les richesses de demain. Les matériaux, les ressources, les terres rares. Et c'est tout le sens des routes de la soie et de la mainmise qu'elle a mise sur l'Afrique. Ce qu'on a bien vu à la COP27 d'ailleurs cette année, quand derrière la Chine, le groupe des 77, vous savez, ces 130 pays les plus pauvres de la planète, ont fait bloc pour exiger des choses du groupe occidental et qu'ils ont réussi. Et en même temps, Nicolas Bouzou, juste un mot, l'interdépendance entre l'Occident et la Chine aujourd'hui est-elle sur le plan économique? Est-ce qu'on a vraiment les moyens de se fâcher, justement, de mener cette guerre commerciale en ayant des mesures de rétorsion plus importantes à l'endroit de la Chine? À l'endroit de la Chine, mais eux n'y ont pas intérêt non plus. Parce qu'en fait, l'économie chinoise aujourd'hui, elle ne tient que par les exportations vers l'Europe et la Chine. Donc en réalité, c'est les marchés occidentaux qui font tenir la Chine. Le marché intérieur chinois, aujourd'hui, il est déprimé par la pandémie et l'échec de la politique zéro Covid. Merci Nicolas. Il y a deux dessins de notre ami Coco pour illustrer ce dossier. Oui, j'ai fait Biden et Xi. Voilà. On s'entend bien. Il ne faut juste pas parler de Taïwan, des droits de l'homme, de la presse.
Et un deuxième dessin. Et Chine vers un nouvel ordre mondial. J'ai fait les trois amis de la Chine, Prums et Biden derrière. Vous nous faites rêver, Coco, ça va être sympa 2023. Hein. Ah oui. C'est l'heure maintenant de la presse internationale. C'était à la une de l'hebdomadaire américain Newsweek du 20 mai dernier. Deep Trouble, des problèmes profonds et même de plus en plus profonds à mesure que les éléments se déchaînent. Canicule, sécheresse, inondations ou encore cyclones de plus en plus puissants. Le dérèglement climatique s'accélère. La planète entière en subit les conséquences. Les opinions comme les gouvernements en ont pris conscience, mais l'action publique semble parfois encore trop lente. Alors, est-il encore temps, Pascal Blanchard, de changer nos modes de production, de consommation, bref, nos modes de vie pour éviter la catastrophe? Ça dépend d'où on se place. Je pense que pour la nouvelle génération, oui. Cette prise de conscience, cette révélation qui a été cette année avec tous les dysfonctionnements climatiques, fait que ceux qui pensaient que notre monde étaient en danger, les moins de 25 ans pour faire simple, maintenant en sont totalement persuadés, ça devient l'élément majeur de leur façon de penser le monde. Je pense que pour les élites politiques, pour les plus de 35 ans pour faire simple, pas encore. Il y a une vraie rupture générationnelle de la prise de conscience qu'il va falloir non pas simplement voir ce qui se passe, mais agir sur ce qui se passe. Aujourd'hui, vous entendez des jeunes qui commencent à parler de leur avenir à l'aune de justement cette prise de conscience, ce qui est très nouveau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le doute, il y avait des angoisses. Là, maintenant, il y a une forme de certitude. Et cette année, à travers des dysfonctionnements extrêmement sensibles, visibles, inondations, risques climatiques, montée des températures, débats, échec de la COP27, tous ces éléments-là font dire que s'il n'y a pas une révolution climatique, au sens de politique climatique, il y a donc un danger pour le devenir de ces jeunes générations. Rappelez-vous, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, personne ne vous aurait dit qu'il n'aurait pas fait un enfant au regard de la situation de la Terre. Aujourd'hui, les moins de 25 ans peuvent vous tenir ce discours-là. C'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose qui est très différent, que les élites politiques, d'ailleurs, ont du mal à comprendre. Je dirais même à analyser politiquement, parce qu'ils ne proposent rien à cette génération qui répond à une angoisse qui est devenue l'angoisse numéro 1. Sur cette révolution dont parle Pascal Blanchard, Géraldine Vosner, selon vous, la taxe carbone qui a été adaptée il y a quelques semaines, adoptée par l'Union européenne, ça fait partie de cette révolution ou c'est un épiphénomène un peu compliqué? Ah non, ça fait clairement partie de cette révolution, si tant est que ça serve effectivement de moteur et que ce soit adopté ailleurs dans le monde. Je pense que cette année a quand même été très marquante pour un double phénomène. D'une part, ces dérèglements très violents de l'été ont forcé à une prise de conscience qui est qu'on va arrêter peut-être de courir après nos objectifs un peu éthérés d'1,5 degré à la fin du siècle. On sait que de toute façon, ce sera largement dépassé. Il faudrait baisser nos émissions de 45% d'ici 2030. Ça n'arrivera pas. Et donc, il faut aujourd'hui déjà s'adapter. Il faut organiser le transport des populations, construire les digues, ça y est, on y est. Et pour ça, il faut sortir des financements, il faut payer. Dès qu'on touche au portefeuille, les gouvernements sont un petit peu plus réceptifs. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, la responsabilité tout de même écrasante des pays qui ne sont pas dans notre scope aujourd'hui, mais que sont les premiers pollueurs, la Chine, l'Indonésie, les pays du Golfe, encore une fois, qui sont assis sur un tas d'or et qui ne donnent pas un centime pour la transition écologique. Et ça, on l'a vraiment nettement vu à la COP27, où, pour la première fois, on commence à se dire, alors certes, il y a l'historique et les émissions cumulées, mais même si on les prend en compte, ces émissions cumulées depuis 1850, et en prenant en compte les émissions exportée ou importée, la Chine, elle est en tête du tableau, l'Inde aussi, l'Indonésie. Donc, on ne peut plus avoir ce discours qui a bien servi, qui était servi par les ONG, qui est un peu aujourd'hui un discours un peu paresseux, les riches n'ont qu'à payer. Non, maintenant, il faut qu'on mette les mains dans le cambouis, si on peut dire, et là, tout le monde va devoir s'y mettre, y compris ces pays qui ont beaucoup d'efforts à faire. Surtout qu'à l'arrivée, n'est-ce pas, Coco, nous serons tous égaux? Eh oui, tous égaux. Des millions d'années d'évolution pour finir en merguez. Voilà. Merci pour cet hommage, cette phrase du grand philosophe Daniel Prévost, que vous connaissez d'ailleurs. En attendant de refaire le monde, on va refaire des merguez. Et dans un instant, le point com de Sonia Kironi, qui a ce soir comme un gros coup de pompe, n'est-ce pas? Puis Claude Askolovitch nous racontera son histoire de l'année, celle d'un milliardaire américain aux ambitions dévorantes. Mais d'abord, nous allons retrouver un individu étrange, quoique sympathique, et inversement. D'ailleurs, il s'appelle David Castello-Lopez et il pose des questions souvent étonnantes, mais toujours intéressantes. Ce soir, pourquoi est-ce que certaines chèvres deviennent toutes raides quand elles ont peur? Pourquoi certaines chèvres deviennent toutes raides lorsqu'elles ont peur? Personnellement, je trouve que les chèvres, ce sont les animaux les plus drôles du monde. D'une part à cause de leurs pupilles, qui ne sont pas rondes, mais toutes rectangulaires, comme des terrains de foot.
d'autre part à cause de leur propension à hurler de façon complètement débile, mais surtout à cause de ça. Et oui, certaines chèvres, lorsqu'elles ont peur, deviennent toutes raides, comme si elles étaient soudain faites en bois. Et cela amène naturellement la question de savoir pourquoi. Pourquoi les chèvres deviennent-elles toutes raides ? Intéressant. Eh bien parce que toutes les chèvres que l'on vient de voir sont atteintes de myotonie. La myotonie, c'est une maladie génétique qui dérègle la réponse des muscles à une situation de danger. Normalement, les muscles se tendent brusquement pour se mettre en route rapidement, puis se relâchent de façon à ce que la chèvre puisse bouger. Chez les chèvres myotoniques, en revanche, les muscles se tendent mais ne se relâchent pas. Alors rassurez-vous, c'est une maladie complètement bénigne, ce qui fait qu'on peut en rigoler sans la moindre mauvaise conscience. Les chèvres myotoniques ont été décrites pour la première fois à la fin du 19e siècle dans l'État du Tennessee aux États-Unis. Et certains fermiers de la région ont décidé rapidement de les élever séparément, entre autres parce qu'elles étaient particulièrement riches en viande, mais aussi, à mon avis, parce qu'ils les trouvaient rigolotes. Tout cela explique qu'aujourd'hui, les chèvres myotoniques sont considérées comme une espèce à part entière. Vous pouvez d'ailleurs parfaitement en acheter une, cela vous coûtera entre 250 et 500 €, ce qui n'est vraiment pas très cher pour une telle quantité de fun. Intéressant. Eh ben merci David Cassiopée, c'était vraiment très intéressant. Ce sont encore plus intéressant que d'habitude. Hein. Il y a des comédiens aussi, des comédiennes qui font la même chose. N'est-ce pas Coco? Oh, ça vous fait rire. Oh là là, est-ce que vous êtes coquine, Coco? Merci en tout cas de cet hommage au premier degré, bien sûr. Frédéric, on va enchaîner, j'en suis tout troublé par cette autre actualité de l'année, n'est-ce pas? C'est cette odeur de poudre qui flotte sur le débat politique en France. Invective d'ailleurs à l'Assemblée nationale, on le voit derrière vous, radicalité des mouvements écologistes, déchaînement sur les réseaux sociaux, défiance envers les institutions, la volonté de créer un Conseil national de la refondation. Jusqu'ici, c'est soldé par un échec. Certains militants du climat disent n'avoir pas d'autre choix que les actions coup de poing. Pascal Blanchard, c'est ça l'état du débat aujourd'hui, c'est soit radicalité, soit inaudibilité. Votre question oublie que la démocratie, c'est le débat. Donc ok, on n'est pas habitué à avoir que les marges, qui ne soient pas au centre du jeu démocratique, puissent être représentées démocratiquement à l'Assemblée nationale. Donc c'est une nouveauté. Que cette nouveauté, qui peut me perturber comme vous, vient nous attaquer sur notre manière dont on pourrait imaginer un débat hyper serein, ce serait oublier qu'aujourd'hui, 60% de l'opinion publique a voté pour des partis qui ont plutôt des thèses tranchées et qui ne veulent pas un principe de débat démocratique partagé puisqu'ils sont contestataires du système même en place. Que ce soit ce qu'on appelle l'ultra-gauche ou l'ultra-droite. Puisque l'ultra-droite, de certaine manière, a quand même une droite qui est déjà très ultra et que l'ultra-gauche a une gauche qui travaille avec elle. Donc ne soyons pas surpris de découvrir qu'au Parlement, il y a un débat qui soit tranché. Nous ne sommes pas habitués, nous Français, à ça. Les Allemands sont habitués depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc aujourd'hui, il faut d'abord replacer ça dans un jeu démocratique qui est nouveau. Et comme le jeu n'a pas encore fixé ses règles du jeu, c'est le cas de le dire, on a un gouvernement qui souhaite que ce qu'il propose trouve à chaque fois, soit à droite, soit à gauche, des ailes d'accord, et ces deux ailes sont en opposition. Donc comme on n'est pas habitué à ce débat-là, c'est par définition tranché, violent, brutal, et donc très audible pour nous, qui avons un peu oublié que la démocratie, c'est aussi des gens qui disent non. Donc ok, c'est dérangeant. C'est perturbant qu'on se trouve d'ailleurs au centre, à l'aile droite ou à l'aile gauche, mais c'est devenu aujourd'hui l'enjeu qui doit être intégré par le gouvernement actuel dans les 4 années et demie qui nous restent. Jean-Yves Vossner, il n'y a pas aujourd'hui une forme de radicalité qui prend le pas justement parfois sur le débat ou la nuance, peut-être une forme d'hystérisation, quels qu'en soient les responsables, du débat politique, peut-être presque une twitterisation parfois du débat politique? C'est évident parce que chacun la constate, mais je pense que c'est l'un des nombreux symptômes, et il y en a plein d'autres, avec l'explosion de la dette, la montée des individualistes, c'est un symptôme de l'affaissement depuis 30 ans des politiques. Ils sont affaissés tout seuls. Oui, ils sont affaissés tout seuls, mais enfin, vous avez, on le voit aujourd'hui, les systèmes énergétiques de la France est par terre, l'éducation est mise à mal. Pendant 30 ans, on a subi une désindustrialisation massive qui avait augmenté considérablement les inégalités. Je ne vous apprends rien. Ça traverse l'abstention record, les élus qui sont pris à partie, souvent les maires. Tout le monde occidental. Si vous voulez, la société s'est atomisée et de plus en plus, chacun agit, essaye d'agir, de prendre
pied dans la réalité en se concentrant sur des causes. Sandrine Rousseau, elle est écolo à fond, de manière totale. Éric Zemmour, il était anti-immigration à fond, de manière totale. Et c'est les mêmes moteurs qui nourrissent la montée comment dit-on, des sectes, des mouvements sectaires, etc. La spécificité en France, c'est qu'ailleurs, tout ça a pris position au sein des partis politiques. Et en France, non, parce que Emmanuel Macron a rassemblé un peu dans un grand centre mou toute l'expression, les partis politiques, et le reste s'est retrouvé balancé à la périphérie, à la marge, ce qui donne cette impression parfois d'atomisation complète et très radicale. Face à cette remise en cause des élus par divers mouvements ces dernières années, on peut parler aussi du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par l'exécutif, des conventions citoyennes sur le climat ou sur la fin de vie, et puis cette année, un nouveau truc en quelque sorte, le Conseil national de la refondation. Le CNR, lancé par Emmanuel Macron, officiellement pour refaire dialoguer ensemble les partis, les syndicats, les associations, la société civile, un gadget d'après le porte-parole du Parti communiste Yann Brossa. C'est une instance qui vise simplement à contourner l'Assemblée nationale dans laquelle le président de la République est minoritaire. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui lui posent un lapin à l'occasion de ce Conseil national de la refondation qu'il va pouvoir ouvrir un élevage. On a des instances démocratiques et donc c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat que le débat doit avoir lieu. Alors on entend plusieurs reproches sur ce Conseil national de la refondation. Il ne servirait à rien ou bien il contournerait les institutions déjà en place. C'est pas un peu contradictoire d'ailleurs comme reproche, Nicolas Bouzou? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne s'attaque pas au fond du problème. C'est-à-dire qu'au fond, on fait comme si les problèmes de la France, la montée de la radicalité, des populismes, etc., venaient du fait qu'on ne discute pas assez. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une montée des populismes parce que les gens modérés ne tiennent pas un discours intéressant, que le discours il n'est pas audible. Et donc je pense que en fait, c'est un symptôme de la perte d'éloquence et d'efficacité des politiques modérées. Et puis après, je considère qu'il y a aussi une espèce de, de démission par rapport à la critique de la radicalité. Moi, je pense que la radicalité, c'est une faiblesse de l'esprit. Je pense qu'au contraire, ce qui est courageux, ce qui est fort, c'est d'être nuancé, c'est d'être modéré. Je pense que quand on est dans l'invective, en fait, c'est un aveu de faiblesse de ses propres idées. Donc voilà, je pense que le discours modéré, le discours rationaliste, il doit vraiment retrouver de la vigueur, redevenir offensif, et ça, c'est pas une question de Conseil national de la refondation. Oui, c'est vrai, parce que derrière, comme ça, la classe politique qui a beaucoup d'invectives, derrière les réseaux sociaux où on échange volontiers des insultes, au-delà de cette grande radicalité, Géraldine Vosner, est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande apathie de 90% de la population qui regarde comme ça les munitions s'échanger et qui est un peu en retrait en délaissant la politique, les associations, bref, le collectif? Oui, parce qu'en fait, moi, je me dis que c'est plutôt rassurant. On a tendance souvent à Paris et dans les médias à se focaliser sur ces épiphénomènes très radicaux, très violents, très vocaux qui envahissent l'espace public. On a quand même une majorité de gens qui sont rationnels, qui attendent des politiques qu'elles soient efficaces et qui effectivement sont fatigués, qu'on leur réponde à coups de Conseil national de la refondation et de grands raouts qui n'aboutissent à rien. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'on peut débattre pendant 100 ans. Quand il faut décider, c'est là que le gouvernement n'est pas forcément là. On le voit avec la crise de l'énergie actuelle. Sans oublier aussi, bien sûr, les actions de certains activistes, ces actions coup de poing de ces activistes qui vont se coller à telle ou telle œuvre d'art, par exemple. N'est-ce pas, Coco? Et oui, et j'appellerais même ça de la radicalité. Pour dénoncer les 49.3, il se colle à Elisabeth Borne. Merci, Coco. Sonia, on va... Et il y a un deuxième dessin. Oh là là. Oui, radicalité partout, Doliprane nulle part. Merci, Coco. Sonia, on va enchaîner avec votre point com de l'année. L'année qui tire à sa fin, il fait froid, il fait nuit, il fait gris. Et ce soir, vous avez comme un gros coup de flemme. Oui, affalé sur le canapé toute la journée à regarder des séries avec un vieux bas de jogging, vous savez, parsemé de quelques petites miettes ou morceaux de chips, le regard vitreux, le cheveu hirsute et la laine pas très fraîche. Cette tendance... Vous êtes passé chez Pascal Blanchard récemment. Oh non, arrêtez d'écrire comme ça, Renaud Delis, ce n'est pas beau ce que Continuez, vous faites. Sonia, je vous en prie. Mais on est tous concernés à un moment donné. Surtout lui, on est d'accord. Cette tendance au laisser-aller
donc qui a été popularisée ces derniers mois sur les réseaux sociaux depuis notamment les derniers confinements. Eh bien, elle a un nom désormais, c'est le mode gobelin du nom de cette créature. Voilà, pas très fraîche elle non plus, issue du folklore germanique. L'expression a été élue mot de l'année 2022 par des internautes britanniques. Alors, qu'est-ce que le mode gobelin ? Le Guardian le définit très sérieusement par un type de comportement qui ne s'excuse pas d'être complaisant envers soi-même, paresseux, négligent ou glouton, négligé, pardon, ou glouton, un comportement directement inspiré, si l'on en croit certaines vidéos publiées sur TikTok ou Twitter, de celui de certains animaux, comme le panda, qui a lui, depuis toujours, opté pour le mode gobelin, ou ce chat qui a abandonné toutes ses bonnes manières à table. Le mode gobelin, c'est une forme de repli, une sorte de je m'en foutisme, de résistance aussi à l'injonction de se présenter toujours sous son meilleur jour, à rebours des créatures et des vies parfaites qui s'affichent sur les réseaux sociaux, toujours eux. Un laisser-aller libératoire qu'on serait même prêt à nous pardonner en plus haut lieu. Jésus vous aime, même si vous avez l'impression d'être en mode gobelin. Nous voilà rassurés. Tweet le compte officiel de l'Église évangélique luthérienne américaine, à qui cette tendance n'a pas échappé, une tendance qui fait écho aussi chez nous, en France, à ce que le magazine L'ADN avait appelé dès l'été dernier les années molles, un désir de repli, donc dans nos intérieurs moelleux, de mettre les autres aussi à distance, peut-être une conséquence de cette pandémie. Le mot du jour et peut-être de l'année, ironisait le site parodique Le Gorafi, conversation, échange de paroles entre individus qui auraient mieux fait de rester chez eux à regarder une série télé avec un bol de céréales. La fondation Jean Jaurès a, elle, récemment parlé d'une épidémie de flemme, une fatigue généralisée qui se serait abattue sur les Français, une perte de motivation qui se traduit par une dégringolade de la valeur travail. On a beaucoup parlé du phénomène de la grande démission, un phénomène qui touche aussi les étudiants. Mes motivations pour aller en cours, voilà, ça se ressent d'ailleurs un petit peu. Il n'y est pas allé souvent puisqu'il n'y a pas mis de S. Ça se ressent un petit peu sur l'orthographe, effectivement. C'est pas la flemme, corrige une autre internaute sur Twitter, c'est juste qu'on avait rêvé d'un monde d'après, plus juste, plus lent, plus apaisé, et à la place, on se tape une menace nucléaire, une crise climatique imminente et des inégalités qui ne cessent de grandir. Alors oui, je préfère rester au lit. Géraldine Vossner, vous avez la flemme, vous aussi, vous la constatez, cette baisse de motivation généralisée autour de vous, et qu'est-ce que ça dit de cette société d'aujourd'hui? Ça dit beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de tout évoquer ici, mais très, très rapidement, on a parlé tout à l'heure de la radicalité en politique. Elle s'exprime partout dans la société, et ça provoque une fatigue morale chez beaucoup de gens de devoir suivre ce train permanent de buzz et d'actualité. Il y a cette fatigue morale. Il y a aussi, je pense, dans un plus court terme, une conséquence au quoi qu'il en coûte qu'on a connu pendant la période du coronavirus, où beaucoup de gens ont pu rester chez eux pendant des mois, rien faire, ils étaient payés quand même. Et puis, on a eu le sentiment que le gouvernement pouvait lâcher comme ça de l'argent magique à n'en plus finir. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui. On a des chèques pour à peu près tout. Il y a une conséquence à cela simplement de pédagogique. Si vous voulez, on a le sentiment que finalement plus rien n'importe. À quoi bon se donner de la peine, puisque de toute façon, bah oui, finalement, on va survivre. Nicolas Bouzou, la valeur travail, c'est fini? Non, et je vais vous dire... Ne faites pas peur. Non, mais c'est même pas ça, mais on évoque beaucoup la question du réchauffement climatique, mais rester chez soi en pyjama, le cheveu hirsute, à regarder du streaming, ça contribue beaucoup au réchauffement climatique. Et si on veut lutter contre le réchauffement climatique, je suis désolé, mais il faut se lever tôt, se retrousser les manches et chercher des solutions contre le réchauffement climatique. Donc lutter contre le réchauffement climatique, c'est se mettre tous au boulot. Non, mais désolé. Non, mais c'est pas grave. Non, mais vous avez raison, Nicolas. Merci beaucoup. Vous allez voir, il y en a un en tout cas il a tout lâché, n'est-ce pas, Coco? Eh oui. Pas de livre depuis 2 semaines. Blanchard cette année, flemme. Oh là là. Quelle feignance, ce Pascal Blanchard. Et vous avez un autre dessin, Coco? Non. Vous n'avez pas d'autre dessin? Ah, bah vous aussi, voilà, un petit coup de pompe. Merci Coco, et c'est maintenant l'heure d'accueillir un représentant de cette France qui se lève tôt et qui bosse fort, c'est notre ami Claude Askolovitch. Bonsoir Claude.
À qui le dis-tu, Renaud? Installez-vous, bienvenue à vous. Vous allez nous raconter votre histoire de l'année, Claude. Cette histoire, c'est l'odyssée d'un milliardaire américain, un tantinet boulimique et pas vraiment rassurant. Oui, on peut dire ça comme ça, mais d'abord, bonsoir les amis. Il faut parler de singes, de pauvres singes qui sont morts parfois dans d'atroces souffrances par l'impatience de ce milliardaire. Ils sont morts parce que leurs cerveaux ont été envahis de puces électroniques, souvent mal placées, mal collées. Et ce ne sont pas des singes, ce sont aussi des moutons et des cochons. 1500 bêtes, nous a dit l'agence Reuters, qui ont été sacrifiées par l'entreprise Neuralink de monsieur Elon Musk. Musk, ce milliardaire qui veut, par ses implants, faire voir les aveugles, marcher les paralytiques, nous rendre télépathes, et bientôt un jour, cerveaux augmentés, nous serons, mes amis, les égaux des robots. Alors, M. Musk trouvait que ces chercheurs lambinaient, lui trépignaient de pouvoir expérimenter ces implants sur des êtres humains. Il a poussé les feux pour qu'on accélère sur les bêtes. Elles sont mortes. La justice américaine maintenant enquête. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette justice, contre Elon Musk, qui est quand même partenaire de la NASA pour retourner sur la Lune, partenaire du Pentagone et par Twitter, le grand maître du bavardage universel. Alors voyez-vous, quand cette fin d'année, j'ai lu que M. Musk a promis que l'an prochain, oui l'an prochain, on va vraiment introduire des implants dans le crâne des hommes et qu'il sera de cette expérience, mon Dieu, j'ai pensé comme on tweet, c'est-à-dire sans modération, et s'il en crevait, lui aussi, comme une bête. Alors évidemment, à tête sans implant reposé, j'abjure, mais cela montre quand même les affres dans lesquelles me plonge M. Musk, qui prétend sauver l'humanité, mais qui concrètement travaille à l'avilir. Bien sûr, ça fait un moment qu'on le connaît, ce sémillant fabricant de fusées et de voitures électriques, mais en 2022, il a pris une dimension universelle. Regardez là-haut, ces légions de satellites cerclent la planète pour amener l'Internet partout dans le monde. Il a mis d'ailleurs ces satellites au service de l'Ukraine agressée, ça c'est chic, mais en même temps, il a expliqué aux Ukrainiens qu'à la fin, pour la paix, ils devraient accepter d'être dépecés. Car voyez-vous, M. Musk est moins au service du monde qu'il ne s'impose à lui. Oh oui, bien sûr, il veut sauver, réinventer l'espèce humaine qui un jour se reproduira sur la planète Mars, dont on aura modifié l'atmosphère. Sauf qu'en attendant, ici-bas, sur cette Terre, il humilie M. Musk les êtres humains concrets qui passent à sa portée. Des employés de SpaceX, ça ce sont les fusées, disent qu'ils ont été virés parce qu'ils critiquaient le patron. Lequel patron a aussi licencié à peu près la moitié des employés de Twitter. Oui, ça coûtait cher et ceux qui restent doivent travailler jusqu'à l'épuisement pour sa gloire. Twitter, on le sait, hein, c'est vraiment l'achat de l'année de M. Musk et par cet achat, il a cessé d'être simplement un milliardaire impétueux. Il s'est affirmé, il s'est révélé politiquement. Sur son réseau, il trône. Chaque internaute peut l'interpeller et pas fier, il répond, il semble être un souverain face à son peuple. Oui, mais la démocratie a des codes et des exigences, notamment de vérité. Parfois, Musk s'en arrange et beaucoup de gens se demandent s'il ne serait pas un danger pour cette démocratie. Alors, ce n'est pas tellement le fait qu'Elon Musk ait rétabli sur Twitter des comptes extrémistes, parmi eux ceux de M. Trump, c'est plutôt qu'il semble être devenu un extrémiste lui-même, un nouveau Trump, plus puissant encore que l'ancien. Elon Musk fait passer à des journalistes des dossiers de Twitter pour démontrer qu'avant lui, l'entreprise complotait contre la droite. Musk méprise le président Biden parce qu'il est vieux. Musk souhaite voir juger Anthony Fauci, qui est le grand ordonnateur de la santé américaine et l'homme qui a combattu le Covid. Musk relaie aussi des théories complotistes et récemment, tiens, dans une discussion, il a lâché que l'ancien responsable de la modération chez Twitter, un monsieur Yoel Roth, était un propagandiste pédophile. Je vous laisse imaginer la haine qui est tombée sur le pauvre homme. Cette méthode et ces obsessions caractérisent exactement l'extrême droite la plus rude. Vous me direz que ça n'empêche pas le génie et qu'après tout, il y a un siècle, le grand maître de l'automobile, M. Henry Ford, diffusait aux États-Unis la pire des propagandes antisémites. Ça n'empêchait pas ses bagnoles de rouler aussi bien qu'une Tesla. Une fille de M. Musk, qui était né garçon et qui a changé de genre, a également voulu changer de patronyme pour ne plus rien partager, dit-elle, avec son géniteur. Je peux l'entendre, cette jeune fille, et nous-mêmes, sur Twitter, nous pouvons le bloquer ou le masquer, M. Musk, mais ça ne va pas suffire pour lui échapper. Merci, Claude Askolovitch, pour cette histoire. Cette histoire qui vous a fait un peu peur, hein, Coco? Oui, moi j'avais une ruse pour échapper à Musk. Quand on voit Musk, on fait comme la chef de tout à l'heure. Merci pour votre conseil, Coco. On va enchaîner avec vos photos de l'année. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de l'année. On va commencer avec vous, Jérémy Vosner, et justement la photo d'un individu que vous venez de citer, d'évoquer, Claude Askolovitch. Oui, il s'agit d'un certain Donald Trump. Donald Trump, qui s'est déclaré, ça ne vous a pas échappé, hein, pour la 3e fois, candidat à la Maison-Blanche. Trump pourrait-il
tuer le Trumpisme, c'est le risque et c'est le candidat pour paradoxe l'élection de 2024. de 2024. C'est le paradoxe que vivent aujourd'hui les Républicains. Je m'explique. Ce qui a fait le succès de l'ancien président, son protectionnisme, sa guerre contre les diasporas de Washington, de la tech, ses combats contre la criminalité, contre le wokisme, infuse comme jamais dans le Parti républicain. Son concurrent d'ailleurs dans cette course à la présidence, Ron DeSantis, est un peu son fils spirituel, son fils politique. Et pourtant, chacun cherche à se démarquer de lui parce qu'on commence à comprendre que les outrances de la personne Trump, ses folies, son refus de reconnaître sa défaite, sont un risque finalement pour le Trumpisme. Donc est-ce qu'on verra l'année prochaine voir cette balance ? Le Trumpisme peut-il lui survivre ? Vous voyez, j'en perds mes mots. C'est la question. Mais vous le disiez, effectivement, Ron DeSantis qui a été réélu triomphalement en Floride lors des élections de midterms, alors que nombre de candidats soutenus par Donald Trump, eux, ont été battus. On enchaîne avec vous, Pascal Blanchard. C'est une autre disparition, en quelque sorte, cette photo de l'année. On enchaîne avec elle. La reine Elisabeth. La reine Elisabeth, le dernier grand personnage de l'histoire du XXe siècle, vient de disparaître. Après Castro, après Gorbatchev, c'était la dernière. Ce dernier grand personnage qui a fait l'histoire du XXe siècle. Alors on peut la regarder comme quelqu'un qui est passé à côté de l'histoire, mais c'est pas comprendre ce qu'elle a traversé. Elle a traversé la guerre froide, elle a traversé les décolonisations, qui n'ont pas été que tendres dans l'Empire britannique. Je rappellerai la guerre des Momo au Kenya, donc on la présente toujours comme quelqu'un qui a su écouter avec le Commonwealth. Elle a aussi tout à fait écouté quand il fallait réprimer. La guerre des Malouines, c'est aussi elle. Elle a connu et Thatcher, et Major, et quelques premiers ministres femmes éphémères, qui d'ailleurs on a fait beaucoup de boutades sur le fait qu'ils l'ont connue avant et après sa mort. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle nous raconte un siècle qui a disparu, et ce personnage, au moment de son décès, en fait, on n'a pas compris pourquoi le Sud a fait un bilan très différent du Nord de ce qu'elle était et de ce qu'elle symbolisait. Elle symbolise aussi un Occident qui, d'une certaine manière, a su rebondir, l'Empire britannique, post-impérial. Elle a su continuer à défendre les intérêts de cet Empire britannique. Elle a assumé le Brexit, sans avoir été une voix critique qu'elle aurait pu être. Et en tout cas, elle reste aujourd'hui ce dernier personnage d'un siècle qui s'éteint, dont nous sommes les enfants et les héritiers. Cher Renaud Dely. Merci Pascal Blanchard pour ce bel hommage à la reine Elisabeth qui, heureusement pour elle, n'aura pas vu le pénalty raté d'Harry Kane et l'élimination de l'Angleterre par la France lors de la Coupe du Monde. Vous êtes très très dur. On va finir par votre photo de l'année, Nicolas Bouzou. Alors là, c'est un héros. Voilà, Volodymyr Zelensky, bien évidemment, mais c'est pour moi l'occasion de contrer un peu la propagande russe qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui explique que les sanctions occidentales serviraient absolument à rien et qu'elles se retourneraient contre l'Occident. En réalité, si l'Ukraine a des vrais succès militaires contre la Russie, c'est aussi, évidemment pas que, mais aussi grâce aux sanctions occidentales, parce que ce qui se passe, c'est que nous fournissons évidemment beaucoup d'armes à l'Ukraine. L'armée ukrainienne est très forte pour détruire des chars, des missiles, des armements russes. Et les Russes ont quand même du mal à reconstituer leur stock d'armement, notamment en raison des sanctions. Et ces sanctions, elles sont, au moment où on se parle, en train de monter en charge. Et donc les sanctions économiques, elles ne ruinent pas les Russes. Et tant mieux, mais elles ont une vraie responsabilité dans les succès militaires de l'Ukraine. Et c'est très bien. Merci Nicolas. Et après l'hommage de Pascal Blanchard à l'instant à la reine Elisabeth, l'hommage de Coco. Et oui, et l'hommage de Xi, encore 70 ans de règne, peut mieux faire. Ce n'est qu'un début. Tout à fait. Merci Coco. Voici maintenant venue l'heure de retrouver notre esthète du bon goût, Benoît Forgeard, esprit inventif et toujours surprenant ce soir. Dans Dérive des continents, Benoît Forgeard pose une question plus que jamais d'actualité en cette période de fête. A-t-on encore le droit de ne pas être fun ? Bonsoir Renaud, le croirez-vous, un salarié s'est récemment vu remercié parce qu'il ne participait pas assez à l'ambiance de franche déconnade de son entreprise. A-t-on encore le droit de ne pas être fun ? Autrefois, quand on choisissait de faire carrière dans les bureaux, on n'avait plus besoin de faire l'effort d'être gai. On pouvait devenir un petit monsieur à complet gris, s'enfoncer dans les délices de l'austérité et goûter à la banalité des journées qui se suivent, toutes indifféremment moroses. Ainsi, quand vous mourriez, vous n'étiez pas pris au dépourvu. Aujourd'hui, la déconne s'est infiltrée dans la vie professionnelle, au point donc qu'un salarié s'est vu foutre à la porte pour n'avoir voulu ni afficher dans son bureau de photomontage grivois, ni daigner affubler son stagiaire d'un sobriquet tordant, ni même prendre l'apéro, pourtant obligatoire. Dur de faire son trou pour celui ou celle qui, par nature ou par choix, n'est pas rigolo.
L'absence d'humour, autrefois encouragée, est aujourd'hui considérée comme la marque d'un esprit rigide, pour ne pas dire malade. Or, aussi choquant que cela puisse paraître, on peut très bien être un excellent professionnel et ne pas apprécier de devoir simuler le coït auprès de la machine à café. Je me suis pour ma part toujours méfié de l'humour au travail. Je n'ai même jamais réussi à intégrer une équipe, faute de parvenir à être marrant dans le rythme et le ton attendu par le groupe. L'humour, en milieu professionnel, est hélas moins souvent un partage désintéressé qu'une manière de sélectionner les souffres-douleurs. Si par bonheur, la justice a finalement réhabilité notre pisse-vinaigre en affirmant que ne pas être fun ne constituait pas un motif de licenciement, on est loin d'en avoir fini avec l'humour d'entreprise. À niveau de compétences égales, un DRH n'aura-t-il pas intérêt à se tourner vers le plus drôle des candidats, au risque d'un second degré radical, autodérision de tous les instants menaçant la stabilité du groupe? Je crains, hélas, qu'on n'ait pas fini de rigoler. Bonsoir. Eh ben, chapeau, Benoît Forgeard, bravo. Un dernier dessin de Coco pour la route. Eh oui, mon petit cadeau de fin d'année. Brochette de clubiste à embrasser sous le lit. Oui, fais attention, hein, pas forcément tous. Merci Coco, merci à tous, mes amis, toute l'équipe évidemment vous souhaite de passer un excellent réveillon du jour de l'an. Lundi, donc l'année prochaine, vous retrouvez Elisabeth Quint bien sûr. Et puisque vous préparez justement ce réveillon de demain soir, que vous avez hâte de chauffer la piste, eh bien on va se mettre dans l'ambiance avec un petit cadeau musical pour se quitter. Clo-Clo, tchuss!